La plateforme de vente en ligne Art Transfer travaille sur un passeport numérique afin de garantir une meilleure traçabilité des œuvres et encourager cette circularité des œuvres d'art. Alors Magda Denis, que vous êtes galeriste et cofondatrice d'Art Transfer, vous êtes avec nous. Merci beaucoup d'être présente. Tout d'abord, reprenons Art Transfer, ça a été créé en 2023. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette création, juste avant de rentrer plus dans le sujet, dans le dur du sujet du passeport numérique? On a créé Art Transfer au départ. Moi, je viens du premier marché, donc les galeries qui promeuvent les artistes, qui les aident à trouver leurs premiers clients. Et puis, très souvent, on se retrouvait au moment où les gens disent je leur vendrais bien. Alors, on peut leur conseiller d'aller voir nos collègues chez Christie's, Sotheby's, les très belles maisons de vente aux enchères, mais tout n'est pas nécessairement aisément liquide. Oui. On s'est dit, c'est quand même bizarre. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, essayons de lancer quelque chose qui permette une meilleure circularité des œuvres, un second marché plus fluide, pour que le premier marché, lui aussi, puisse se débloquer. Et pareil, de fil en aiguille, on en est arrivé au constat qu'il y a beaucoup de valeur, la valeur intellectuelle de l'œuvre, qui se perd en cours de route. En fait, à partir du moment où elle sort de l'atelier et de la première galerie, toute l'histoire, tout ce qui fait finalement qu'on connaît mieux l'œuvre et ça, peut se perdre, parfois même la facture, le certificat. Oui. Et donc, il était temps, parce qu'on est quand même au XXIe siècle, de mettre tout ça sur la blockchain et de créer, comme notre passeport à nous, êtres humains, un petit passeport pour les œuvres, qui ne serait pas quelque chose comme pour les chefs-d'œuvre, je dirais, d'ordre de trésor national, de bloquant, mais plutôt qui serait pour préserver les informations afférentes. Facilitateur de circularité. Voilà, exactement. Et justement, c'est quand même un projet qui est assez impressionnant pour une entreprise qui a seulement 1 an. On ne se dit pas forcément, c'est vers le passeport numérique que vous allez vous tourner tout de suite après, en premier échelon de développement. Oui, alors on a lancé l'app il y a 1 an, mais on a 2 ans et demi de réflexion en tout, puisque pendant 1 an et demi, on a cherché justement comment on pouvait pénétrer cette partie-là. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui existaient, d'autres qui n'existaient pas. Donc sur tout ce qui est blockchain, suivi d'objets, on a un partenariat assez fort avec Ariani, qui eux sont très très bons sur certaines verticales comme l'horlogerie ou des choses comme ça. Donc ça est très reconnu en la matière. Mais voilà, fallait qu'on set up la chose, et puis il fallait qu'on construise l'app, qui est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'aujourd'hui, si on est un peu sincère, les gens ils vont pas se dire tiens, il faut que je blockchain mon œuvre et qu'elle soit traçable. C'est le cadet de leurs soucis, malheureusement. Ça le sera moins plus tard, mais voilà, donc on a dit la partie émergée de l'iceberg, c'est finalement une marketplace où les gens peuvent venir revendre leurs œuvres tout simplement entre particuliers. Tout simplement. Et c'est vraiment l'aspect transmettre l'héritage émotionnel, familial, raconter une histoire. Vous avez dit c'est dommage que ça se perde, et donc vous avez pensé à ce passeport numérique où vous voyez aussi trop de personnes qui en fait perdaient tous leurs papiers, tous les aspects quand même très importants. C'est les deux en fait. C'est les deux. Il y a cette valeur, je dirais, intellectuelle, émotionnelle qui existe et qu'on aimerait pouvoir préserver. Pourquoi mon grand-père a acheté telle œuvre, en fait, je ne sais pas. Et comment on garde ces choses-là, un petit coffre-fort, je dirais. Et c'est important. Mais aussi parce que, effectivement, les formats de certificats sont très hétérogènes. Certains artistes en font, certains n'en font pas. Ils peuvent se perdre assez facilement quand c'est une feuille A4 qui a été imprimée. Ils peuvent être falsifiables facilement. Une fois de plus, au XXIe siècle, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a des outils qui sont quasi grand public. Et on va avoir un usage, parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque encore, c'est un peu l'usage, mais il arrive, puisque la Commission européenne a fait une directive pour d'autres typologies de biens, l'électroménager en 2026, puis les vêtements. Ils devront être suivis par un passeport numérique pour savoir en quoi c'est fait réellement. On peut couper l'étiquette, mais en fait, on sait que ça a été fait au Bangladesh et on en tire les conséquences. C'est ça, et jusqu'à présent, comment s'est saisi le marché de ce genre de technologie ? Alors pour l'instant, étonnamment, alors que dans l'art, nous sommes présumément des gens fantastiques, créatifs, on a quelques acteurs qui s'intéressent à ces aspects tech, mais assez peu. Donc c'est assez étonnant pour un marché qui représente 68 milliards de dollars par an. Donc c'est quand même beaucoup, plus que la musique enregistrée par exemple, donc on n'est pas un marché de niche, et ces aspects-là, ils restent un petit peu sur le côté. Donc l'idée qu'on a avec Art Transfer, c'est non seulement de travailler pour nous, Art Transfer, mais pour travailler pour les galeries aussi, et puis pour le marché, après on pourrait imaginer en marque blanche, etc. Et l'objectif, c'est que ce soit
une proposition faite sur votre site, c'est-à-dire qu'on peut acheter cette œuvre-là et puis option, faire son passeport numérique et on clique et on l'a, comment ça se passe? Le client journey, comme on l'appelle, c'est D'accord, pas, le terme, c'est voilà, ça. c'est pas nécessairement l'acheteur qui demande à ce que ça soit fait. L'idée, c'est plutôt quand une œuvre arrive, elle va être blockchainée, comme on dit. Elle va avoir son passeport qui va lui être fait. Avec deux options, soit on le prend au moment où elle arrive, donc avec son propriétaire à ce moment-là, soit encore mieux, si l'artiste est encore vivant, lui aussi on lui proposera de pouvoir cliquer un petit bouton à terme et de dire oui, c'est bien moi qui l'ai faite. Et là, ça déclenche aussi une autre chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce que dans toute start-up, aujourd'hui, on a quand même une petite idée derrière la tête qui soit un petit peu plus de l'ordre de la mission, on n'est pas juste là pour le profit. C'est aussi que l'artiste soit rémunéré. C'est un droit qui existe, le droit de suite. Il est censé être rémunéré. La plupart des gens l'ignorent, par méconnaissance ou parce que ça les arrange, parce qu'ils sont averses à toute perception de droit. Mais c'est dommage, il n'y a pas de raison que l'artiste initial ne soit pas rémunéré. À la revente successive. À la revente successive. C'est un droit qu'il a, qui est acquis en Europe. Il existe depuis un siècle quand même, ce droit. Et en fait, il est difficile à mettre en place. La DAGP le fait, mais avec ses adhérents. On aimerait pouvoir proposer un format qui complète le dispositif de la DAGP et pour que tous les artistes, automatiquement, ça puisse leur tomber dans leur escarcelle. Et concrètement, ça se passe comment, ce travail de développement du passeport numérique? Vous êtes tourné vers des scientifiques, voilà, vous aviez parlé d'Ariani. Comment ça se développe? Voilà, ça se développe, c'est beaucoup de R&D, donc on avance pas à pas. Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais effectivement, on va faire des partnerships vraiment fondamentaux avec des gens dont c'est le métier. Ariani, entre autres, qui a déjà levé pas mal d'argent pour développer tous ces aspects-là, avec qui nous, on va développer quelque chose qui soit adapté au marché de l'art. Donc, on va être propriétaire de notre technologie sur la partie vraiment marché de l'art. C'est être très au fait de la façon dont ça avance. Et puis après, ça sera les usages. Mais un peu comme il y a quelques années, le QR code. Oui. Moi, je revenais beaucoup d'Asie, puisque j'ai un pied là-bas aussi, où le QR code était complètement passé dans les usages. Et ici, avant la pandémie, les gens me regardaient bizarrement. Maintenant, tout le monde sait ce qu'il faut faire avec ce QR code. Bon, c'était pour une raison tous anti-Covid, mais ça nous a aidés. Souvent, la loi fait que l'obligation fait que l'usage passe. Et quand vous en parlez aux personnes autour de vous, peut-être quelques-uns de vos clients, etc., vous remarquez qu'il y a beaucoup de pédagogie, ils ne savent même pas de quoi vous parlez, ou certains peut-être sont déjà venus vers vous pour vous en parler. Comment ça se passe? On a différents comportements. C'est assez touchant d'ailleurs, parce que certains avouent qu'ils ne comprennent même pas de quoi je parle. Oui. Et là, on leur apprend qu'il y a une directive européenne qui va leur tomber sur le coin du nez. Donc, quand on achètera notre cafetière, notre machine à laver, on va avoir nos passeports numériques. Donc, et ça, c'est bientôt. Donc, c'est toujours sympa d'apporter quelque chose. Après, les gens disent « Oui, mais on ne va pas payer pour ça. Et oui, mais en fait, il faut bien qu'à un moment, on enclenche la machine. Et puis, après, il y a un petit temps de réflexion et des gens reviennent nous voir. Et étonnamment, c'est plus sur cette valeur émotionnelle. On a eu cette très jolie histoire où quelqu'un revient nous voir et dit « Mais en fait, ça intéresserait mon père. » Parce qu'il a créé une collection très particulière. Et nous, les enfants, quand on va en hériter, il est tout à fait encore bien et en bonne santé, justement, c'est le bon moment. Et on ne saura pas pourquoi il a acheté ça. Et il a probablement une des plus grandes collections au monde d'un très très spécifique, une collection d'art très niche, très identifiée géographiquement. Mais en fait, son savoir, il est dans sa tête. L'écrire, mettre des documents papier, etc., serait d'abord rébarbatif à faire, rébarbatif à lire de l'autre côté. Alors, il nous a demandé ce qu'il pouvait faire des notes en fait audio et pour transmettre aussi ça. Et un passeport numérique, ça serait adjoindre aussi ces éléments. Oui, et on peut mettre ce qu'on veut en fait. Exactement. À terme, l'idée, c'est vraiment, vous avez vos pages d'un passeport et puis vous avez les photos, moi et l'artiste, les photos des restaurations, je l'ai acheté sur tel salon. D'accord. Voilà, plein d'informations qui font qu'on connaît mieux l'œuvre. Et vous avez parlé de pas à pas. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous avez déjà une date? Là, on est en train de blockchainer. Art Transfert a déjà en propre un catalogue avec 6800 œuvres. D'accord. Qui grandissent tout le temps, parce qu'on a une croissance de plus de 10% par mois. Donc ça avance. La prochaine étape, ça va être comment on crée quelque chose, une interface qui, pour
le collectionneur n'est pas quelque chose de technique, parce que si je vous fais lire une blockchain 0x, c'est pas très sexy. Donc on est dessus. Ce matin, on avait justement des réunions sur comment, voilà, graphiquement même, c'est passionnant, comme on l'appelle le front-end. Donc ça sera la première étape, comment on va visualiser le fait que l'œuvre elle est blockchainée et qu'on peut nous demander les informations. Et puis, à l'autre bout du spectre, ça sera quel passeport on lui adjoint et comment on va petit à petit pouvoir rajouter les informations au fur et à mesure de la vie. C'est le côté dynamique qui va être encore plus intéressant à développer. Eh bien, on va affaire à suivre. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention, Magda Danisk. Je rappelle que vous êtes galeriste et cofondatrice d'Art Transfert. C'était Art et Marché. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.